Bonjour et bienvenue sur Design et Collectivité. Aujourd'hui, on va voir les clés pour construire ensemble une carrière qui a du sens. Aujourd'hui, on parle de design, d'innovation sociale et de services publics. Actuellement, ça va ressembler à une sorte de masterclass. Moi, je suis Erika, designer d'expérience et designer social. Je te partage les coulisses de mon activité de designer de service, une définition de ce métier, différents cas d'usage et des clés pour pouvoir te permettre de te positionner. Quelques petites infos sur moi pour que tu comprennes ma vision du design et d'innovation sociale. Tout d'abord, ma vision, elle est transdisciplinaire et transculturelle. L'idée pour moi est vraiment d'hybrider différentes disciplines avec les méthodologies de design et en plus de ça, de vraiment nourrir cette pratique des différentes visions et cultures qu'il y a un petit peu partout dans le monde. Donc si ça t'intéresse, reste bien accroché. Alors, dans mon parcours, j'ai notamment créé l'association Novum Novem, spécialisée dans le design générationnel. C'est une association qui va travailler sur l'usage des différentes générations pour pouvoir co-construire des services qui font sens avec elles. On va notamment travailler sur des projets autour de l'agisme et de la lutte contre la discrimination sur l'âge. En gros, on pense la société de demain avec l'ensemble des générations et aussi nos aînés. Parmi l'autre projet emblématique qui est Design et Collectivité, c'est mon blog et ma plateforme d'accompagnement sur la carrière. Donc ça s'adresse principalement aux designers engagés et aux acteurs de l'innovation qui ont envie d'avoir de l'impact et de développer des projets ambitieux et alignés avec eux. Ensuite, du coup, j'ai pas mal d'accompagnement avec les collectivités territoriales dans mon parcours, en ayant notamment travaillé pour la région Occitanie. J'avais fait aussi un stage au là-bas et le département de la Seine-Saint-Denis. Mais sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. C'est la première partie sur le domaine de l'innovation sociale. Quels sont les nouveaux champs du design? Quels sont les domaines qui émergent? Je te laisse quelques secondes pour pouvoir essayer d'y répondre un peu spontanément. Là, on repart un petit peu sur l'historique du design. Les nouveaux champs du design. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on est passé d'une expertise du design qui est très focalisée sur de la conception, une vision un petit peu plus industrielle, à une vision plutôt sociétale. Historiquement, le design, il a pas mal été enseigné par du design d'espace, du design de produits, design graphique, design de mode et design textile. Moi, je suis la génération qui a fait des BTS, donc du coup, c'était comme ça qu'on nommait notamment pas mal de spécialités. Bien sûr, il y avait d'autres formations qui étaient plus généralistes et qui allaient par exemple commencer à hybrider deux champs du design, notamment le design de produits avec le design graphique, s'y commençait à aller sur du design packaging. Donc peu à peu, on voit que le design est passé de se focaliser à plus ou moins une discipline ou un objet d'étude à commencer à s'hybrider avec lui-même, comme le design produit avec le design graphique. Ensuite, on a eu d'autres domaines qui ont commencé à s'hybrider, comme le design d'espace, le design produit, le design graphique, qui donnent en fait le design de service. La grosse différence entre les deux approches, c'est que, par exemple, dans un design de produit, c'est la formation que j'ai fait de base, tu sais ce que tu vas concevoir. Entre guillemets, ça va de la petite cuillère à l'intérieur d'un avion. Mais tu sais qu'en gros, c'est un objet plus ou moins gros. Par contre, quand tu fais du design de service, alors là, c'est parti. Tu peux aussi bien concevoir des choses immatérielles, de l'intangible, comme des parcours usagers, des processus internes, comme, et là c'est vraiment énorme, te dire que tu vas finir par concevoir un stand, ou de l'événementiel, ou carrément structurer une organisation. Et donc là, si tu as bien entendu, je parle de structurer une organisation. Ça nous amène en fait à d'autres thématiques du design qui vont être par exemple le design d'organisation, le design management, qui sont d'autres formes de design qui ont tendance en fait à s'hybrider avec d'autres domaines en dehors du design justement. Je te donne un exemple beaucoup plus simple pour que tu puisses y voir plus clair. Disons si on mélange design plus cuisine, design culinaire. Voilà, c'est vraiment aussi simple que ça. On peut remplacer aussi le terme design par concevoir, si c'est beaucoup plus simple à appréhender, en tout cas pour toi. Le legal design, c'est aussi un domaine que j'affectionne particulièrement parce qu'il a plusieurs dimensions. Il a la dimension qui est d'intégrer
à la fois en fait les méthodologies du droit, la simplification, dans la compréhension et la mise en œuvre aussi du design. Donc c'est vraiment rendre accessible, simplifier des informations pour les usagers. Il y a aussi une dimension aussi juridique, c'est ça qui est intéressant, notamment sur les lois et les réglementations. Vous voyez, quand il faut remplir la fiche d'impôt, on aurait bien besoin de legal design. Franchement, ça nous aiderait de ouf. Donc ok, on a compris que le design s'hybridait avec lui-même et avec d'autres disciplines. Mais c'est quoi du coup une forme de design qui fait vraiment le 360 ? C'est ce qu'on appelle le design global. La petite différence entre design global et design sociable, sociable, ouais, on peut être sociable dans le design, effectivement, c'est une compétence importante. On va en parler juste après. Donc, le design global, ce qui est génial avec, c'est que tu vas vraiment pouvoir penser le design en 360. Tu interviens à la fois sur la stratégie, à la fois sur la mise en œuvre des produits, sur des parcours usagers, sur vraiment une expérience aussi qui intègre des dimensions sensorielles. Mais en fait, à la base, historiquement, quand on utilisait le terme de design global, c'était plus centré sur les enjeux des entreprises. C'est pour ça qu'on a vu aussi advenir le terme de design social, qui est un design qui est centré sur répondre aux enjeux de la société, donc sur l'innovation sociale. L'innovation sociale, pour le dire très simplement, ça va être par exemple, améliorer l'accès aux droits. On en parlait avec les impôts. Ça va être du coup, par exemple, faire en sorte d'améliorer l'éducation, créer des outils qui permettent de faciliter la compréhension. Ça va être les sujets autour du vieillissement, de la santé. C'est ça l'innovation sociale. C'est une innovation qui s'intéresse à améliorer l'habitabilité du monde. Si on prend la fameuse citation de Alain Findelli. Donc en fait, design social et design global actuellement ont un peu tendance à se mélanger, s'hybrider. Parce que, en tout cas, c'est mon positionnement, c'est difficile d'ignorer les enjeux de la société, le réchauffement climatique. Donc c'est important aussi de le prendre en compte dans sa pratique de design et de ne pas uniquement être centré sur des enjeux capitalistes. Donc c'est de ça qu'on parle quand je dis construire une carrière créative qui a du sens. C'est vraiment créer aussi de façon éthique, durable et pérenne. Ça va nous amener du coup à des champs du design qui se sont vraiment spécialisés sur ces enjeux sociétaux, notamment le design de politique publique qui va accompagner les institutions, les acteurs publics et parapublics dans le développement en fait, de lois, de réglementations qui sont beaucoup plus ancrées et co-construites avec le territoire et les habitants, les usagers. Petite nuance avec le terme de design de service public, c'est qu'en fait, c'est la politique publique, c'est vraiment la réglementation, et le service public, on peut être, par exemple, plus sur repenser l'aménagement d'un accueil. C'est des subtilités qui sont intéressantes dans les termes qu'on utilise. Vous allez aussi voir passer le design d'intérêt général, qui lui est beaucoup plus centré sur vraiment des enjeux qui ont un intérêt global pour l'ensemble de la société. Mais globalement, c'est le même domaine, c'est juste que parfois les objets d'étude varient. On a aussi dans plutôt le côté design global, le design management dont je parlais tout à l'heure, et là ça va être utiliser le design pour penser la structuration, le management d'une organisation. Donc c'est vraiment à la fois la gestion des ressources humaines, mais aussi une dimension stratégique. Ce qui amène aussi à une forme de design qui est le design stratégique. Si ça vous intéresse d'y voir vraiment plus clair dans toutes ces notions, ces sous-domaines de design, ces différentes appellations, j'ai réalisé un glossaire sur design et collectivité. N'hésitez pas à le consulter. On va passer à la suite. Ok, donc en gros là on a parlé pas mal de design social, aussi de design de service. Là pour la suite on va parler notamment de design de service public et d'expérience utilisateur, donc du UX design. Parmi les compétences à acquérir dans ces différents domaines, il y a notamment tout ce qui est écoute et empathie, curiosité. Donc jusque-là, normalement, si vous êtes dans le domaine du design ou intéressé par ça, c'est des compétences que vous allez développer ou que vous avez déjà. Donc là, tout va bien. Par contre, je précise que pour le design social, ça va rajouter d'autres dimensions. Je vous faisais une petite blague tout à l'heure avec design sociable. Et bien justement,
ça nécessite quand même de pouvoir et de savoir connecter avec les personnes. Pas juste en surface, il va falloir connecter en profondeur pour pouvoir aller chercher des signaux faibles, pouvoir faire émerger aussi la parole de personnes qui ne vont pas oser partager leur réalité, des difficultés. C'est aussi savoir travailler en équipe et notamment avec un réseau. Donc il y a plusieurs types de réseaux de designers intégrés. Par exemple, dans des collectivités, il y a aussi des réseaux de designers engagés. Donc je vous invite du coup à aller à leur rencontre, voir comment ils pensent la société. Ensuite, le design de service public, pour moi, il se caractérise aussi beaucoup par de la co-création. Et une compétence vraiment hyper importante où vous n'allez pas pouvoir y passer à côté, c'est de savoir rebondir et hacker le système. Ah oui, la plupart du temps, il va falloir passer par la fenêtre parce que parfois la problématique, disons, une institution vous sollicite pour un projet, elle vous dit j'ai besoin d'un logo. Ok, d'accord. Mais pourquoi le logo? Ah bah parce que le logo, il va être fédérateur, il va permettre à tout le monde de comprendre que ensemble, on est plus fort et on peut repenser la société. Tout ça dans un logo. Hein. Vous voyez par exemple la problématique est pas la bonne. Et donc, hacker le système, c'est réussir aussi à trouver des méthodes et des moyens de faire comprendre à votre interlocuteur, interlocutrice, que en fait c'est pas le bon chemin, de l'amener aussi parfois en douceur ou un peu plus fermement à questionner différemment la problématique. C'est aussi tout au long du projet garder le cap, pouvoir rebondir, faire en sorte que quand il y a des difficultés, notamment par exemple dans l'accès au terrain, pouvoir aller rencontrer ses usagers, vous allez vous rendre compte que il y a beaucoup de peur, de crainte de se confronter en fait à son public, à ses bénéficiaires, et ben il va falloir hacker le système à ce moment-là. Ce que j'aime beaucoup aussi dans le design de service public, c'est que ça nécessite une compréhension des institutions publiques. C'est vraiment une acculturation mutuelle. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que non seulement vous allez apporter vos méthodologies, votre créativité, votre posture aussi empathique, mais également il va falloir être empathique envers les agents, par exemple, publics, que vous accompagnez, envers les acteurs du partenaire, les acteurs et les partenaires. C'est ce qu'on peut qualifier de triple empathie. Les usagers, les agents avec lesquels vous travaillez, qui sont parfois même vos collègues, et également, du coup, les partenaires. C'est pour ça que parfois, on parle beaucoup d'approche centrée usagers, mais pour moi, il faudrait aussi parler plutôt aussi d'approche même centrée territoire, selon en fait l'échelle à laquelle vous travaillez, centrée écosystème, centrée aussi communauté aussi, selon les besoins. Et justement, en parlant de ça, vous allez avoir le plaisir de développer des compétences de formation et notamment de formation-action, de faire en embarquant, en co-créant au maximum, en tout cas si le projet le nécessite et que c'est pertinent, des démarches avec vos usagers, vos partenaires et l'équipe projet que vous avez constituée. Ça permet non seulement de transmettre vos méthodologies, votre vision du design, mais également de favoriser une appropriation en profondeur du projet. Si je passe à la partie UX design, ce qui est important aussi d'acquérir pour moi comme compétence, c'est une approche fine de la conception d'interface. Et notamment, comme on est plutôt dans le côté innovation sociale, c'est aussi sur les enjeux d'accessibilité, de design de l'information. Parce que je trouve que parfois, on est vraiment sur du parcours usager, mais là, il va falloir élever le niveau sur la partie, ok, j'ai mon parcours usager, mais à quel point ça va être accessible du coup à une grande diversité de personnes. Voilà, c'est un point aussi essentiel à rappeler parce que généralement on conçoit une interface numérique qui va être utilisée par beaucoup de personnes. Il faut prendre en compte les diversités des profils, surtout si c'est pour une institution publique ou un service qui a vocation à être très diffusé. Les compétences aussi en prototypage numérique sont importantes, donc réussir à le faire rapidement, mais aussi de façon collaborative. Donc ça nécessite aussi de développer des postures de facilitation. Oh là là, on arrive sur mon sujet
préférés, enfin un de mes sujets préférés que j'adore. Ça va rassurer aussi toutes les personnes qui se demandent comment est-ce que je me positionne justement dans cet écosystème du design et de l'innovation sociale. Il y a différents métiers dans l'innovation et différentes postures professionnelles. J'ai identifié qu'il y en a 4. La partie coordination, conseil, facilitation et conception. Normalement, les designers sont majoritairement centrés sur la partie conception. C'est-à-dire qu'en fait, notre prisme est lié à concevoir, créer de nouveaux services, améliorer le quotidien. Mais ça passe par la conception. Vous avez en fait d'autres métiers qui sont plutôt dans un prisme de facilitation. Leur intervention se concentre sur le fait d'être dans une posture de médiation, par exemple les facilitateurs en intelligence collective, vous avez les coachs aussi, y compris dans des institutions publiques, et vous avez par exemple les personnes qui font de la médiation culturelle. Là, leur but est plutôt de faciliter le développement du projet. Ceux qui sont dans la posture de conseil, là c'est hyper intéressant parce que vous avez aussi bien des consultants, des métiers des sciences sociales, ceux qui cherchent aussi autour des sciences cognitives, les formateurs. Donc c'est tous ces métiers qui vont apporter de la connaissance, faire des études, nourrir en fait un positionnement. C'est plutôt une posture d'expertise par rapport aux deux autres qu'on a vus précédemment où l'expertise plutôt en termes de ressources, que je veux dire qui est apportée. Tandis que nous, en design, on a plutôt une expertise méthodologique et technique, mais on n'est pas forcément expert du sujet sur lequel on travaille. En tout cas, l'idéal, c'est de pouvoir avoir un regard neuf. Donc si vous êtes expert dans le microbiote des baleines, bah ouais, du coup, vous avez un petit peu moins un regard neuf, même si ça peut être très palpitant comme sujet. Ensuite, du coup, on a coordonné. Là, pareil, c'est aussi un autre niveau pour moi dans l'innovation, c'est que vous êtes plutôt focalisé sur manager une équipe, être chef de projet, donc plutôt de coordonner un projet, son développement, son avancée. Vous êtes par exemple responsable d'un laboratoire d'innovation ou directeur d'une structure, d'un pôle d'innovation ou d'un tiers-lieu, ou responsable d'une communauté. La différence par rapport aux trois autres, donc conseiller, faciliter et concevoir, c'est que quand vous êtes dans cette posture de coordination, ce que vous concevez et ce que vous structurez, c'est la structure en elle-même, la communauté, le lieu, une programmation. C'est une échelle plutôt macro et souvent moins palpable et plus humain ce que vous designez. C'est designer aussi de la collaboration si vous êtes dans une posture de chef de projet. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est de vous demander, est-ce que dans votre métier, vous avez une dominante? Est-ce que vous êtes majoritairement dans une posture de conception, plutôt de facilitation, plutôt de conseil, plutôt de coordination? Petite info, généralement on se situe à peu près dans 2, 3 ou 4, mais on a vraiment une dominante qui est forte. Et si vous voulez par exemple bouger dans votre métier ou dans votre posture dans le domaine de l'innovation sociale, c'est sur ça que ça va se jouer. C'est à quel point vous êtes plutôt dans de la coordination ou plutôt vous êtes dans de la conception ou dans de la facilitation ou dans du conseil. Faites aussi en fonction de vos envies et de vos atouts. Si le sujet t'intéresse, n'hésite surtout pas à aller toujours sur mon blog Design et collectivité. J'ai 2 autres thèses qui sont hyper palpitants sur la question du positionnement des designers. Par exemple, à quel point tu as une posture stratégique ou est-ce que tu es plutôt un designer dans une posture d'exécutant, d'artisan ou plutôt réflexive. Et l'autre thèse, c'est à quel point tu es généraliste, spécialiste ou entre les deux. Ça t'aidera toujours à te positionner dans ce secteur. Car ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a autant de formes et de types de design et de posture également. Donc il ne faut pas être gêné ou se questionner sur le fait que ton approche n'est pas la même que celle du voisin. Il y a de fortes chances que ça ne soit pas le cas. Même au sein des réseaux de designers, par exemple, intégrés en collectivité, si je cite Dessin Public, et bien en fait, figure-toi qu'on n'a vraiment pas du tout, pour la plupart, le même positionnement. Il y a bien sûr des points communs, des récurrences, mais on ne fait pas le même métier, on n'a pas le même niveau d'intervention. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à me poser des questions juste après. C'est parti pour la partie 2, le champ du design de service public. Où est-ce
qu'on peut travailler en tant que designer? Quelles sont les différences entre designer intégré au sein d'institutions et plutôt dans des agences de design? Donc là, c'est une partie qui me semble plutôt essentielle à évoquer pour te donner un maximum de conseils. Observer aussi les différences que j'ai pu voir de mon point de vue. Déjà, en fait, figure-toi que tu peux exercer ton métier de designer en étant entrepreneur, en travaillant au sein par exemple d'une entreprise, pour une institution publique ou en travaillant au sein d'une association ou en la développant. Donc en fait, c'est ça qui est super chouette dans nos métiers, c'est qu'on a vraiment une possibilité et un domaine très très vaste et une façon d'exercer nos métiers qui est brillante. Dans les entreprises, ça va de l'agence d'intérêt général jusqu'au pôle d'innovation, des agences d'urbanisme, d'architecture par exemple. Pour les institutions publiques, et ben là, tu as vraiment toutes les institutions publiques que tu peux lister. Là, un petit tips, c'est d'identifier les compétences des institutions publiques pour bien savoir où tu travailles. Une région, c'est pas du tout pareil que travailler par exemple pour un département ou une mairie. Tu as également les services de l'État, tout ce qui va être aussi préfecture. Les universités sont souvent oubliées dans le lot. Le domaine hospitalier, les tiers-lieux, les bibliothèques et les musées qui sont aussi des domaines où les acteurs publics sont très présents. On a ensuite le domaine plutôt associatif. Tu as bien sûr les associations de design comme la 27e région, mais il y a aussi des pôles de design qui sont dans des associations comme Emmaüs Alternative. Donc c'est super pour toi si tu as envie d'explorer plutôt ce côté engagement terrain qui nécessite généralement beaucoup plus de polyvalence qu'un poste de salarié très fléché sur une mission, par exemple la conception d'un site internet pour une borne d'accueil. Parmi les différences que j'ai pu observer, tout d'abord, il y a la grosse différence entre entreprise, association, ça va être les niveaux d'intervention. Dans les associations, ce qui a tendance à se pratiquer, c'est des interventions qui soient ponctuelles, mais plutôt également sur le long terme. Dans les associations, il y a aussi la dimension recherche en design qui est souvent très présente, ce qui permet aussi d'avoir des projets qui sont bien nourris et avec des équipes pluridisciplinaires. C'est beaucoup aussi du conseil et de l'accompagnement dans le développement de projets. Pour les entreprises, alors on va à la fois sur des interventions ponctuelles, mais ça peut être aussi des interventions beaucoup plus longues, mais généralement il y a quand même à peu près 6 mois, ou si c'est de l'événementiel, c'est beaucoup plus court. Et là, dans ce cas-là, ça peut être 2 mois, 3 mois. Il y a aussi des projets qui ont un format, par exemple, résidence ou immersion, qui sont beaucoup plus longs et qui peuvent durer 1 an. Mais on est plutôt quand même sur des interventions plus courtes qui vont de l'immersion à l'expérimentation et qui dépendent des marchés publics. Et la répartition des expertises dépend justement des compétences présentes dans la structure. Là, tu as plutôt tendance à être fléché en fonction de ta posture et de ton positionnement que d'être hyper polyvalent, à moins que ça soit une petite structure et que là, ils aient besoin de tous les potentiels disponibles. Pour les institutions publiques, et bien figure-toi que là, dans ce cas-là, on est plutôt sur une posture de l'immersion au développement et au suivi du projet. Tu as souvent des enjeux politiques et hiérarchiques qui sont quand même assez forts, avec une nécessité de formation et d'acculturation dans à tes méthodologies. Donc, tu as des projets qui sont plus lents en termes de dynamique de lancement parce que tu vas souvent être dans une posture aussi de faire émerger ces problématiques. Ça dépend beaucoup des compétences de l'institution. Par exemple, les villes ont un rapport de proximité avec les habitants, donc tu vas beaucoup traiter par exemple des sujets de voirie, ça peut être de la restauration scolaire, tandis que les départements ont une dimension plus sociale, avec tout ce qui va être RSA, handicap, des choses comme ça. Donc regarde bien avant de te pencher sur le sujet. Je dirais qu'aussi les institutions publiques, tu es vraiment sur des interventions longues. Ensuite, du coup, les universités, ça dépend aussi de leur domaine de recherche, notamment si tu es intéressé par le côté laboratoire. Et certaines universités lancent aussi des projets de recherche-action. Donc, regarde bien si ça t'intéresse. Ça dépend aussi des financements qui vont être disponibles. Et ça vaut aussi le coup, enfin, c'est aussi valable pour les tiers-lieux qui sont aussi soumis souvent au financement, aux recherches de subventions.
Et pour les tiers-lieux, public, ça dépend de la vision de la structure. Là, il n'y a pas vraiment de modèle identique, c'est très variable. Donc tu peux aussi bien avoir des tiers-lieux qui sont à fond sur la partie co-création, qui ont même des Fab Labs, et des tiers-lieux qui ont plutôt une approche culturelle, de médiation, de partage. Donc c'est très variable, il y en a pour tous les goûts. Et c'est le moment de passer à la partie numéro 3. C'est quoi le quotidien d'un designer de service? Quel est mon métier exactement? Comment je travaille? Sur quel projet? Entre l'association, mes missions et le département. Alors, du coup, pour vous raconter un petit peu tout ça, globalement, en termes de répartition, au sein d'une institution publique, en tout cas dans mon lab d'innovation, je passe à peu près 70% de mon temps sur de l'accompagnement de projet, 20% d'acculturation et de formation, et 10% de mon temps à fédérer une communauté. Ça, c'est ce qui se passe actuellement. Dans mes autres expériences professionnelles, j'avais parfois, on va dire, c'était variable entre 60 et 90% d'accompagnement de projet. Il y avait des moments où la fédération d'une communauté d'ambassadeurs qui vont pouvoir transmettre des méthodologies dans un lab d'innovation, où ça prenait carrément 40% de mon temps. Donc pareil, en fait, ça c'est ce qui fonctionne au sein de mon lab d'innovation, mais c'est très différent pour chaque personne. Ensuite, si je remarque beaucoup, la part en fait qui prend le plus de temps, notamment au tout début de mon expérience professionnelle, c'était pas mal en fait tout ce qui était idéation et facilitation. C'était quand même 45% de mon temps, quoi. C'est une étape qui est souvent longue parce qu'elle va nécessiter aussi de co-construire avec une multitude d'acteurs. Il faut imaginer que au sein d'une institution publique, vous allez non seulement co-construire avec les usagers, les agents publics, les membres de votre équipe projet, les partenaires du territoire, faire des demandes de validation aussi de vos idées, ce qui va faire que ça va étendre en fait le temps disponible notamment sur cette étape et cette phase du design. La partie analyse des besoins et immersion et études est aussi assez conséquente, mais elle a plutôt tendance parfois à être fractionnée vers vraiment une partie exploration des besoins du commanditaire ou en fait du terrain, du territoire, et une autre partie qui va être plutôt immersion, vérification, comment ça se passe sur le terrain en profondeur. Donc il y a un peu une sorte de dichotomie entre les deux qui va s'opérer. Donc l'une peut être très en amont sans nécessiter un accompagnement, donc la partie analyse des besoins, et l'autre partie en fait, immersion, là vous êtes vraiment en train de rentrer dans le projet. Après, là, ce qui est super, c'est que dans la suite des expériences que j'ai pu avoir, la partie expérimentation et suivi de projet, qui représentait la plupart du temps 20% de mon temps, a pris une place beaucoup plus importante. Là, on est par exemple actuellement à, je dirais, du 30-40%. Mais c'est des projets, par exemple, que je vais vous présenter juste après, où, en termes d'accompagnement, ça peut durer 2 ou 3 ans. Donc, il faut imaginer qu'il y a bien une année entière sur l'idéation à peu près. Et après, on a l'expérimentation. Je vous propose du coup de vous partager des astuces pour surmonter les difficultés. Assez souvent, quand on se lance dans des démarches de design social et design de service public, il y a vraiment des difficultés qui sont très très récurrentes. Par exemple, le manque de vision et de directives qui sont claires. Ça va être par exemple penser un centre de ressources. Et là, dans ce cas-là, la difficulté récurrente, ça va être qu'on a une multitude d'acteurs qui peuvent utiliser le lieu. Ils ne sont pas toujours d'accord sur comment faire, comment pratiquer. Et nous, notre rôle, ça va être vraiment de clarifier des visions. Faire en sorte qu'on arrive à faire émerger une cohérence entre les différents acteurs. Et parfois, ça prend vraiment du temps, parce que cette cohérence, elle doit être aussi partagée avec les acteurs du terrain et aussi la hiérarchie, les orientations politiques. Donc ça prend un peu plus de temps généralement. Ensuite, on va avoir aussi le côté manque de disponibilité. Là, parmi les problèmes qui sont quand même assez récurrents, c'est de trouver des acteurs qui sont disponibles et qui peuvent s'engager dans le projet. Ça, c'est quand on travaille notamment dans des institutions publiques. Vous avez des délais parfois assez longs de prise de rendez-vous avec certaines personnes, juste pour faire avancer le projet. Pour surmonter cette difficulté, une astuce que je vous invite du coup
à utiliser, c'est tout simplement de faire un rétro-planning et de caler vraiment les dates en avance. Donc là, ça peut aller par exemple caler des dates 3 à 6 mois à l'avance avec des rendez-vous qui sont programmés. Ça facilitera le travail. Généralement, la personne ne va pas vous dire «Ah bah dans 3 mois, je suis déjà overbookée». Il peut y avoir des annulations ou des modifications, mais ça permet de garder un rythme et une certaine cadence dans l'élaboration du projet. Parmi en fait, les difficultés aussi que je rencontre, souvent c'est la difficulté d'aller sur le terrain et se confronter aux usagers. J'en parlais précédemment, mais ça c'est quand même assez récurrent. Pourquoi? Parce que, dans les institutions publiques, il y a vraiment l'idée aussi et la crainte que, on va, se faire taper sur les doigts, que notre service public ait pas de qualité. Alors qu'en fait, la plupart du temps, les usagers, les bénéficiaires du service public se rendent vraiment compte que, il y a des difficultés, c'est pas non plus évident et ils font et mettent en place des dynamiques qui leur permettent aussi de compenser certaines choses. Et ils sont très preneurs de pouvoir en fait partager sur ce qu'eux ont mis en place pour lutter par exemple contre le fait de se perdre à chaque fois qu'ils doivent aller dans un bâtiment parce qu'il y a des problèmes d'orientation. Et il y a vraiment aussi une posture bienveillante envers les agents publics euh, qui va être de partager aussi leur point de vue sur certaines situations, de leur dire bah oui, on comprend aussi. Donc c'est vraiment une co-construction aussi mutuelle et un partage pardon, des enjeux aussi des deux côtés, à la fois du point de vue de l'usager qui est aussi en fait généralement dans une posture de compréhension des difficultés de l'agent et inversement. Ça c'est cool parce que ça nous amène aussi à la question d'une des difficultés, c'est le recueil sensible ou difficile de la parole de l'usager. Par exemple, si vous travaillez avec des enfants, c'est pas évident, tout simplement, ou des bébés, parce que on peut vite plaquer des représentations sur des enfants, alors qu'en fait, ils ont leur vision du monde, leur fonctionnement. Donc il y a tout un travail aussi à faire de co-conception, par exemple, avec certains types de publics, pour leur permettre de porter leur voix et co-construire avec nous. C'est aussi développer des méthodes d'observation, d'être beaucoup plus sur le terrain en format résidence pour pouvoir recueillir la parole. Surtout ce qui est aussi sujet sensible, par exemple le handicap, ça peut être aussi l'aide sociale à l'enfance. Là, dans ce cas-là, ça va être aussi mettre en place des sas de décompression pour les personnes, qu'elles puissent vraiment se libérer, partager aussi leurs paroles. Et il y a tout un travail de mise en confiance qui passe bien sûr non seulement par la posture, par le développement aussi d'outils qui leur permettent de s'exprimer, de garder trace aussi de ce qu'ils ont dit et de se sentir valorisés dans leur contribution. Ensuite, sur la partie plutôt la multiplicité des sujets et des acteurs. Alors là, c'est généralement quand on fait des grosses expérimentations, on va se rendre compte assez vite en termes de problématiques pour moi. C'est vraiment qu'on a des sujets très complexes. Par exemple, une expérimentation sur le RSA qui va être sur 2 territoires en même temps, l'une sur la confiance, l'autre sur les restaurateurs permettent en fait aux TPE-PME d'embaucher des personnes au RSA. Ce qui va être pas évident dans ce type de projet, c'est que du coup le RSA, c'est multifactoriel. Il y a plusieurs choses qui nous amènent à devoir solliciter cette aide. Donc c'est ce qu'on appelle aussi parfois les freins périphériques. Donc parfois on a du mal à trouver un emploi ou reprendre une formation. Et aussi, on a différents acteurs du coup à mobiliser, à la fois du côté emploi, donc France Travail, mais aussi du côté de la formation, donc tous les organismes de formation qui vont accompagner sur ces sujets-là. Et on ne peut pas penser ce type de sujet sans les mettre autour de la table. Ou en tout cas, ça veut dire qu'on reconnaît qu'on les pense de façon partielle et uniquement en fonction de notre périmètre d'intervention. Et c'est souvent ça la difficulté, c'est le temps en fait d'aller sur le terrain, de créer ces connexions entre les différents acteurs pour travailler vraiment de façon systémique le sujet. Pour compléter aussi sur la multiplicité des sujets, c'est qu'en fait généralement c'est un peu la boîte de Pandore. Vous traitez par exemple la question de comment on repense l'accompagnement des bénéficiaires du RSA et là d'un coup, boum, on est parti sur vraiment plein de thématiques, plein de problématiques
Donc il faut identifier le levier le plus important, celui sur lequel on va non seulement pouvoir avoir le plus d'impact, et aussi le levier sur lequel, en fait, qui dépend de la structure qu'on accompagne. Par exemple, si vous accompagnez une institution publique, mais que c'est pas son levier, par exemple la question de la formation, c'est pas son périmètre, par exemple la formation c'est plutôt les régions, bah il faut pas aller techniquement sur cette thématique ou pouvoir embarquer la région pour travailler avec elle sur ces sujets-là. Donc vous voyez, en fait, c'est vraiment l'idée d'essayer non seulement de cartographier l'ensemble des sujets, donc ça c'est un outil que vous pouvez utiliser, les acteurs aussi pour ne pas les oublier, avec aussi le niveau d'influence sur le sujet, et d'être clair sur les impacts, voire même d'avoir des systèmes de matrices et de critères pour identifier en fait en amont quels sont nos critères d'analyse des impacts pour au moment du terrain qu'on va aller capturer de l'information, observer des choses, on puisse avoir une posture neutre au moment de traiter en fait ces critères. Parce que c'est beaucoup aussi d'émotionnel. Et justement, en parlant d'émotionnel, parcours usager vs parcours interne. Généralement, il y a un prisme qui va être de traiter et de considérer qu'on veut travailler sur des parcours internes plutôt que des parcours usagers. Ça, c'était notamment le cas d'un projet en fait avec le GCS Guyazis, où en fait, ils voulaient repenser le parcours de communication d'un service médical. Mais en fait, ce qui, dans la posture, n'allait pas, c'est quand c'était pensé le parcours de communication en interne, mais il n'y avait pas en fait la version parcours usager. Donc en fait, il manquait les deux pendants de la même pièce, enfin de la même, ouais, de la même pièce, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Et généralement, dans la posture du design, nous on est très centré parcours usager, mais c'est important aussi de pouvoir faire un parcours interne, donc en utilisant par exemple un blueprint ou tout simplement en faisant deux parcours parallèles, parce que parfois on a tendance à vouloir améliorer des processus pour les usagers, par exemple simplifier, si je prends l'exemple de la MDPH, simplifier en fait le remplissage du formulaire. Mais du coup, pour simplifier le remplissage du formulaire, ça veut dire qu'on a mis en place par exemple des rendez-vous pour aider à compléter le formulaire. Mais peut-être que du coup, la solution qu'on a créée va engendrer plus de travail pour les agents en face, qui du coup voient leur processus interne, au lieu d'avoir une étape, en avoir 4. Donc pareil, c'est aussi doger le niveau de solution pour éviter aussi qu'elle ait des effets secondaires négatifs, qu'on ne contrôle pas surtout, sur les agents ou sur les usagers. Donc ça marche un petit peu dans les deux sens. Ensuite, il y a le fait de mener des expérimentations sur différents territoires. Par exemple, en fait, sur les enjeux autour de l'autonomie, on voulait concevoir des communautés usagers et là, ce qui était important, c'était aussi de se dire comment on va toucher des seniors et des retraités sur différents territoires. Parce que, pareil, selon l'échelle d'intervention de votre structure ou de votre positionnement, par exemple, Mayotte, c'est pas pareil que le centre de la France. Et même à petite échelle, au sein même d'une même ville, il y a des quartiers qui sont très différents. Au sein d'un département, par exemple, Montreuil, c'est pas pareil que Saint-Ouen. C'est plein de choses en fait comme ça à prendre en compte qui vont en fait vous permettre d'avoir une finesse d'analyse et d'expérimentation. Ce qui est bien du coup avec cette approche expérimentale, c'est qu'elle va permettre d'intégrer des questions d'essaimage dès le départ. Donc là, en termes de tips, l'idée ça va être peut-être de pouvoir en fait dupliquer une même méthodologie. C'est soit en fait une approche qu'on peut utiliser en termes d'expérimentation, et vous allez en fait la tester sur le territoire et voir en fait comment ça réagit. Est-ce que vous observez des besoins similaires, des problématiques différentes? Donc au début, je trouve que le processus est le même et après, plus ça va, plus on est sur de la personnalisation. Ça permet aussi d'identifier à quel moment la méthodologie d'accompagnement diffère vraiment pour pouvoir la répliquer et capitaliser sur les différences d'un côté comme de l'autre. Donc voilà, donc là c'est vraiment de la méthodologie, travailler aussi des outils qui sont réplicables, engager aussi les personnes, voilà, pour pouvoir mener ces actions. Ensuite, il y a l'enjeu aussi de pouvoir acculturer, former
et transmettre ses compétences. Ce que je trouve qui n'est pas évident toujours, c'est que déjà, on est souvent dans une posture où il faut prouver notre valeur, que ça soit la valeur en fait du design, notre valeur personnelle parfois. Il faut aussi préserver notre poste si vous êtes du coup intégré par exemple dans une collectivité et que le poste, on n'est pas sûr qu'il soit pérenne ou qu'il puisse être renouvelé. Si vous êtes en entreprise, il y a aussi l'enjeu de prouver votre valeur aussi d'un point de vue économique. Donc tout ça, en fait, ça nous amène aussi parfois à être dans une posture aussi de devoir faire nos preuves en permanence, parfois d'hyper-humilité aussi. Donc c'est un peu dosé de ce côté-là. À la fois, c'est important de valoriser ce qu'on a fait et du coup d'utiliser des outils de communication qui documentent à la fois notre parcours au sein de la structure, ce qu'on fait, ce qu'on met en place aussi à titre personnel et professionnel. Donc par exemple des newsletters de projet, ça j'aime beaucoup cet outil. Mais ça va être aussi former et transmettre ces compétences pour permettre aux autres de mieux comprendre. C'est ce que je vous racontais au tout début de la présentation, c'est pour moi l'importance de la transdisciplinarité. Vraiment faire en sorte que bien sûr les autres comprennent notre métier, mais que nous aussi on comprenne très clairement leur métier, leur positionnement. Par exemple, quand vous avez des métiers qui sont proches en apparence, le design et l'ergonomie, ça va être intéressant de vérifier quelle est la vision de l'ergonomie au sein, par exemple, de votre structure. Pour comprendre où est-ce que le design se positionne, pareil aussi en termes de vision. Parce que peut-être qu'en fait, dans votre structure, la vision du design est plutôt externe, centrée sur une approche de co-création avec les usagers, tandis que l'ergonomie est plutôt positionnée sur une approche interne d'amélioration des conditions de travail. Donc en fait, c'est deux postures complémentaires. Tandis que parfois, ça peut être similaire et du coup, ça peut amener à s'entrechoquer. Donc ça, c'est aussi un des défis, c'est que le design a tendance aussi à pouvoir s'hybrider avec pas mal de choses et du coup traiter aussi pas mal de sujets qui sont généralement attribués à d'autres disciplines. Donc c'est important aussi d'aller vers l'autre, de transmettre, de partager, de comprendre aussi les autres métiers pour pouvoir être dans une position non pas de rivalité mais vraiment de co-création. Ensuite, du coup, il y a vraiment manager et coordonner une équipe pluridisciplinaire. Par exemple, en fait, au sein de l'association que j'ai développée Novum Novem, qui travaille notamment sur les enjeux de design générationnel, quand on travaille sur un projet de lutte contre l'agisme, donc les discriminations sur l'âge, ben là, en fait, tout l'enjeu pour nous, c'est vraiment aussi de pouvoir se coordonner, vu que c'est une association en distanciel, en asynchrone aussi, avec des bénévoles qui sont répartis partout en France, il y en a aussi en Italie. Donc voilà, c'est très aussi différent en termes de modalités d'intégration du design social et de fonctionnement. C'est du coup penser des outils qui vous permettent aussi de faire de la gestion de projet qui soit fluide, co-construite. Petit aparté aussi sur le côté synchrone et asynchrone. Je considère qu'on utilise trop souvent le côté synchrone en demandant « Ah bah tiens, t'as une idée ?» Par exemple dans les ateliers de co-création, de façon spontanée, demander des idées aux personnes, et pas assez le côté asynchrone, qui va être de laisser du temps à la personne pour réfléchir. Le côté synchrone va valoriser les personnes qui sont très spontanées, tandis que ça dévalorise les personnes qui ont besoin de plus de temps de réflexion pour pouvoir contribuer efficacement. Et souvent, dans le côté très synchrone, donc spontané, on a aussi parfois une problématique qui est de manque de profondeur, clairement. Donc pour moi, l'idéal, c'est vraiment d'utiliser les deux, à la fois du management synchrone, de la coordination de projet en asynchrone, grâce à des outils de suivi de projet, de documentation au fur et à mesure, de co-conception. Ça, vraiment, c'est le top. Si ça vous intéresse, vous me dites, je vous partagerai des outils d'organisation et de gestion qui fonctionnent plutôt bien. Ensuite, du coup, et ça sera du coup notre dernier point, c'est créer de l'engagement et mobiliser sur plusieurs territoires. Donc pareil, je vous racontais toujours l'association Novum Novem. L'enjeu également, c'est que l'association, en plus d'avoir une organisation qui est une holacratie, donc un fonctionnement par pôle, ça veut dire qu'on crée des pôles autonomes.
Dans le design, ce qui va être important aussi, c'est que nous, on arrive souvent dans une posture de conception. On a la capacité de faire et de créer. Mais ce qui va être important, c'est de faire comprendre aussi aux autres personnes, nos partenaires dans le projet, les usagers, qu'ils ont aussi la possibilité de faire. Et pour cela, en fait, il va falloir créer de l'engagement grâce à différents leviers. Par exemple, le levier du sens dont on parlait tout à l'heure, le levier de l'apprentissage, donc il va être de nourrir aussi la pratique des personnes. Ça va être aussi le levier autour, par exemple, de la reconnaissance des personnes qui ont besoin aussi de se sentir entourées par des personnes, d'être dans un groupe, d'être fédérées, la curiosité aussi. Donc tout ça, en fait, ça va permettre de créer de l'engagement. On peut utiliser des techniques de gamification aussi pour ça et créer du coup un engagement sur la durée. Parce qu'on parle généralement dans l'innovation sociale de projets qui durent entre 3 à parfois 5 ans. Donc il faut créer de l'engagement sur le long terme avec des personnes. C'est aussi du coup, je vous partageais, mobilisé sur plusieurs territoires. Donc là, le fonctionnement de l'association, c'est de faire émerger des projets du territoire. Pour moi, en tant que designer, une partie aussi à explorer et qui est aussi importante d'être capable de le faire, c'est de ne pas toujours répondre à une commande, mais d'être capable de s'auto-saisir d'un sujet du territoire et de structurer vraiment une communauté d'acteurs autour pour derrière le faire émerger. C'est vraiment, d'un côté on est du top-down, c'est-à-dire qu'on a un commanditaire qui vient nous voir, on répond, on fait la mission par exemple avec notre entreprise, et là c'est vraiment l'inverse, le bottom-up, c'est-à-dire qu'on part du bas, du terrain, on identifie un problème, on monte une structure ou des personnes, des partenaires qui vont nous aider à porter la démarche, ou on le fait tout seul, hein, c'est aussi possible. Et hop, c'est parti du coup pour démarrer le projet. Pour moi, la grosse différence, c'est que ça amène généralement les projets qui vont du terrain vers plutôt qui partent du terrain. On va dire ils ont une dimension de recherche qui est assez forte. Et ça aussi, c'est un enjeu dans nos pratiques de design. C'est comment on intègre aussi des démarches de recherche, d'expérimentation. Donc ça, c'est des blocs très forts. Tandis que quand on répond à la commande, parfois le prisme d'intervention est très petit. Ça va être par exemple, conçois-moi un banc public qui permet par exemple de lutter contre le gaspillage alimentaire. Pour ceux qui ne savent pas, je parle de mon projet Glean. Voilà, c'est aussi savoir comment on a envie de mener des projets et quel impact on veut avoir et quelle dynamique de projet on veut mettre en œuvre. Donc en tout cas, nous, c'est le parti pris de l'association Novo Novem, c'est vraiment de faire émerger des projets du territoire en ayant un incubateur pédagogique et des bénévoles qui identifient des sujets de design à traiter partout sur les territoires où ils sont. Je tenais à vous remercier du coup pour votre écoute. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, des remarques ou des envies, n'hésitez pas du coup à me contacter. Hâte de discuter, d'en savoir plus aussi sur votre profil, votre vision. Et si vous voulez aller plus loin et construire une carrière créative qui a du sens, n'hésitez pas à consulter ma chaîne YouTube, les articles, le glossaire, les résumés de livres, les podcasts, les comptes sur les réseaux sociaux pour pouvoir avoir le maximum d'informations. En tout cas, je vous dis à très vite et hâte de pouvoir co-construire ensemble dans ce bel écosystème.